Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami, la critique de Néo. Comment vas-tu? Eh bah, très bien, je te remercie, ça me fait très plaisir de te retrouver pour parler de ce film dont il est la question aujourd'hui. Oui, parce qu'on s'était déjà entretenu sur L'échange, un film de Clint Eastwood, et ici on va changer de style quand même un petit peu, avec Liaison fatale, qui est peut-être plus connu que L'échange en soi, sorti en 1987 et réalisé par Adrian Lyne, qui avait fait Flashdance notamment, qui fera ensuite L'échelle de Jacob. Et donc, avant ce métrage particulier, il nous réalise un thriller dramatique et presque horrifique. À un certain point, on peut le dire. Avec au casting un duo de choc. Michael Douglas, avant Basic Instinct, précisons, et Glenn Close, qui a failli avoir l'Oscar pour ce rôle, mais finalement non. Et en second rôle, citons la présence de Anne Archer, qui est un petit peu la femme trompée du film. Et citons aussi Ellen Hamilton-Ladson, une jeune fille à l'époque, qui joue la petite fille, et qu'on n'a plus trop revue depuis. Et donc, alors, c'est une histoire de tromperie, d'adultère, d'amour impossible, quelque part, qui finit mal. Et pour faire simple, on va suivre un avocat nommé Dan, qui, lors d'une soirée, rencontre, il a presque un flash, on ne sait pas trop, pour une femme qui s'appelle Alex, qui est éditrice, et après le destin va les mettre sur la même route. Elle a le regard qui tue, Glenn Close, du coup, ça me rappelle la chanson Les yeux revolver de Marc Lavoine. Et à force de se revoir, très vite, Dan succombe à la beauté, à la séduction de cette femme, et donc il trompe son épouse. Sauf que après, eh bien, c'est pas qu'un coup d'un soir pour Alex, c'est plus que cela. Elle tombe amoureuse, et forcément, le mari va pas pouvoir se débarrasser de son amante, de sa maîtresse, et ça va potentiellement, peut-être, mal se terminer, du moins, ça va aller crescendo vers une angoisse. Et du coup, pour l'occasion, moi je l'ai revu, ce film, parce que je l'avais découvert il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 5-6 ans, je crois. Et peut-être que je l'avais vaguement vu à la télé avant, mais bon, j'étais jeune. Et du coup, en ce qui te concerne, est-ce que tu l'as revu pour l'occasion? Est-ce que tu l'as découvert, cher ami? Alors moi, du coup, ça faisait la deuxième fois que je l'ai vu, puisque je l'avais vu une première fois à 16-17 ans à peu près, donc c'est quand même assez jeune, mine de rien. Et Oui. j'avoue que mon premier visionnage m'avait déjà pas mal marqué. En même temps, c'est quand même un film assez choc, assez sévère, à l'aboutissement assez traumatisant peut-être pas, mais assez dur quand même. Ouais. Donc oui, je l'ai redécouvert et le choc, en tout cas la prestation de Glenn Close, d'ailleurs tu me dis qu'elle a pas eu l'Oscar, ça me surprend parce que Ah vu oui. sa prestation, je ne comprends pas forcément, mais oui, en tout cas, Glenn Close, c'est les principaux souvenirs que j'en avais de mon premier visionnage et ça s'est concrétisé lors de ce deuxième. Oui, voilà, on fera une zone spoiler à un moment pour dire comment ça se termine, d'autant plus que ça aurait dû se terminer autrement, c'est assez amusant. Alors je voulais regarder qui avait eu l'Oscar de la meilleure actrice cette année-là, c'était Cher pour le film Éclair de lune, que je n'ai pas vu, voilà, donc... mais oui, Glenn Close aurait dû l'avoir. Alors c'est un film très glacial, qui baigne d'ailleurs dans une ambiance particulière qui fait qu'à certains moments tu ressens des longueurs, le film fait quand même presque 2 heures. On sent que ça aurait pu être plus, on va dire, encore plus rythmé enfin, plus direct, mais je comprends le choix de Adrian Lyne de, comment dirais-je, faire poser un petit peu, on va dire, la dramaturgie sur un faux rythme afin de nous faire prendre conscience de ce qui se passe, du très mauvais choix de la part de ce mari qui succombe, et après de l'abnégation ultime d'une femme seule qui a envie de vivre son bonheur. Et moi je trouve que c'est presque un film d'horreur, qui peut avoir des références à des films comme Psychose par moment, même si c'est pas pareil. Il y a une idée à un moment dans la salle de bain, on pourrait y croire. Et voilà, c'est dans la lignée de ces thrillers plus ou moins érotiques, parce que c'est pas vraiment érotique ici, hein, que Adrian Lyne a pu faire dans sa carrière, mais qu'on a pu aussi voir à l'époque à Hollywood. Et je trouve que c'est un film passionnant, au-delà même de son histoire, etc., sur le message et le point de vue d'Hollywood à l'époque. Parce qu'il y a eu un changement sur la fin, on y reviendra, et on se demande quel est, je ne sais pas pour toi, le message qu'a voulu passer ici, alors, les producteurs, les scénaristes. Est-ce que c'est un film qui a voulu donner un message cynique sur le puritanisme américain, ou au contraire être dans cette mouvance-là et vouloir montrer les valeurs familiales avant tout, et que si on dévie de celle-ci, ça peut mal finir. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'on peut avoir les deux lectures, en tout cas. C'est intéressant, parce que si on regarde ça d'un point de vue direct,
c'est quand même quelqu'un qui fait une grosse faute, trompe sa femme, mais sa maîtresse en question, elle est un peu présentée comme folle. Donc c'est bizarre quand même, c'est un peu borderline, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est vrai que c'est un film qui sort un peu de l'ordinaire et aujourd'hui c'est un film qu'on ne pourrait plus refaire. Voilà, c'est un film quand même qui dresse un portrait de l'amour et de ses penchants adultères assez dangereux. Voilà, le personnage de Glenn Close est assez folle, même diabolique, encore Ouais, une fois. ouais, ouais. Mais je pense que Adrian Lyne, même si la fin a été modifiée, il a quand même réussi à aller jusqu'au bout de son message, même si, encore une fois, on y reviendra, mais la fin a voulu donner un petit peu une sorte de ton conquérant à cette famille. Mais c'est vrai que, de toute façon, c'est son thème de prédilection, hein, l'amour qui trompe, l'adultère, l'érotisme est un peu secondaire là-dedans. Ce sera plus dans Infidèle, qui est sorti il y a 20 ans maintenant, qu'il va vraiment aller dans le fond des choses sur cette forme-là. Mais pour moi, ouais, Liaison fatale, c'est le thriller adultère, diabolique, hors système hollywoodien dans un certain sens. Pour moi, c'est la référence ultime dans le genre. Ouais, c'est vrai qu'il y a, pour le coup, quand on pense à voilà, un mari qui trompe sa femme et il y a on va dire, des conséquences terribles, on pense à Liaison fatale. Et évidemment, alors, c'est vrai que quelque part, la représentation ici de l'amour total, qui est dangereux, c'est particulier. D'autant plus que on voit dès le début, c'est pour ça que le film prend son temps aussi, bah, on a une famille unie, hein, voilà, avec un mari qui bosse beaucoup, sa femme qui est femme au foyer, qui s'occupe de la petite. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème dans ce couple, mais avec le recul, quand tu repenses au film, tu te dis, ouais, est-ce qu'il est vraiment heureux, le mari? C'est bizarre, cette sensation-là. Est-ce que c'est qu'une pulsion parce qu'il a eu un coup de cœur pour cette femme qui l'amène ailleurs, ou est-ce qu'il est vraiment heureux? Et là, on peut se poser cette question-là. C'est vrai qu'il s'enferme beaucoup dans son travail, quand même, je trouve. Mais bon, voilà. Et puis dès qu'il y a cette rencontre-là, il décide de découcher. D'ailleurs, tu parlais d'érotisme. Il y a quand même une scène érotique vers le début, la première fois où Alex et Dan se donnent à cœur joie contre le lavabo, là. La fameuse scène où d'ailleurs, référence à un film qui n'a rien à voir, un Scream de 1997, où on voit les fesses de Michael Douglas, puisqu'il y avait ce dialogue entre Tatum et Sidney à un moment dans Scream. Voilà, mais je pense qu'il y a quand même une doublure hein, à un moment. Voilà. Il y a un montage avec la caméra qui descend d'un coup, il y a une doublure, c'est clair. Je pense que c'est pas Michael Douglas, quoique après dans Basic Instinct, il n'y avait pas forcément de doublure. Mais voilà. Par contre, dès cet acte sexuel-là, tu sens la violence. Voilà, c'est un amour violent qui va résonner après avec une vraie violence dès qu'elle va rester dans ses pattes. Alex, elle va menacer d'appeler sa femme, donc lui il devient violent avec elle. On sent que c'est une histoire de violence, quoi qu'il arrive. Et donc l'amour non légitime résulte en une violence particulière. Je pense que c'est ça le message. Donc, je sais pas ce que tu... Est-ce qu'on peut faire un parallèle, selon toi, avec la société américaine aussi, où vous êtes posé avec une famille et un métier, mais peut-être que à force d'être posé, à un moment, il y a l'humain qui reprend le dessus et tu peux péter un plomb. Est-ce que finalement, Dan et Alex ne seraient pas les mêmes genres de personnes qui ont besoin de violence pour vivre totalement? Alors, c'est possible, mais après, voilà, Dan le dit lui-même, voilà, c'était une opportunité qui se présentait puisque sa femme était partie visiter, en maison de campagne avec le reste de sa famille. Du coup, Oui. il se retrouvait seul, voilà, et il a suffi de cette opportunité, voilà, d'un flash avec cette femme, du coup Alex, pour qu'il ait soudain cette pulsion qui règne, parce que peut-être qu'il était en famille, donc il se pose un petit peu plus, même sur le plan sexuel, peut-être qu'il était un petit peu plus, peut-être que c'était une vie sexuelle un peu plus platonique, et donc il a saisi cette opportunité pour s'abandonner, du coup, Oui, s'en donner à cœur joie avec cette femme qui paraissait tout à fait lui faire des avances aussi. Hein. Il y a cette scène du bar juste avant, la scène de sexe justement, où elle faisait clairement comprendre qu'il était à son goût, donc voilà, ce sont deux êtres qui s'abandonnent, voilà. Elle est seule, lui, il a une opportunité, voilà, ils l'ont tous les deux saisi pour avoir cette aventure d'un soir, enfin, pour Dan en tout cas. Après, pour Alex, c'est une autre histoire, parce que par contre, elle, on peut vraiment le dire, elle était vraiment seule, elle est dans ce grand appartement, elle ne semble qu'avoir le travail pour l'occuper, alors que Dan, lui, au moins, il avait une vie bien rangée, voilà. C'est ça, et puis le destin aussi, comme je le disais, c'est que, bon, ils se rencontrent une fois à la soirée, mais ils auraient pu jamais se revoir, mais après, à travers le travail,
D'ailleurs, il y a un truc qui est drôle à cette réunion de travail, où donc l'éditrice arrive, il y a l'avocat qui est là, parce qu'ils doivent adapter, il y a quelqu'un qui doit écrire un roman, et se fait attaquer par un sénateur qui croit reconnaître le personnage, un personnage qui trompe sa femme, justement. Donc il y a comme ici presque une sorte d'idée proleptique de ce qui va se passer. Donc il y a ça qui donne peut-être même des idées à l'avocat et à l'éditrice d'ailleurs, et après ils se retrouvent et il pleut, donc taxi dans un bar et ça se finit, voilà. Puis il y a aussi ces plans dans l'ascenseur, c'est assez fort d'ailleurs, cet ascenseur qui est un petit peu le fameux Highway to Hell, quoi. Là c'est plutôt le Stairway, là, à ce niveau-là, ils vont s'envoyer en l'air, quoi, c'est le terme. Ils même qu'ils font ça dans l'ascenseur, quoi. C'est presque plus qu'un truc d'un soir, quand même, parce qu'après il accepte de la revoir, hein. Oui, mais après, disons que peut-être que le fait qu'il accepte de la revoir, c'était plus dans le but d'entretenir des rapports amicaux, des rapports sans lendemain, sans but forcément sensuel ou sentimental, hein. Peut-être qu'il trouvait qu'il pouvait également bien s'entendre avec elle, hein, sans s'y voir que elle ressentait des sentiments plus forts. Et c'est ça la tragédie de l'histoire, c'est qu'il a envie d'être gentil avec elle, il va pas l'envoyer bouler complètement, etc. Il essaye, voilà, de préparer une petite rupture qui pour lui n'est pas une rupture mais un éloignement naturel, mais le pire c'est qu'il lui dit pas de suite qu'il est marié. C'est ça, elle s'en doute un peu parce qu'elle voit l'épouse lors de la soirée, mais bon, il peut se dire que c'est une collaboratrice, on sait pas trop, et elle n'en prend pas conscience qu'il est marié, mais quand il lui dit, elle ne lâche plus l'affaire, et après ça part en vrille, donc, et ça va crescendo dans la violence. Et d'ailleurs Adrian Lyne il joue avec la caméra dès que les deux sont proches, que ce soit dans les moments de sexe ou les moments de violence, on a du réalisme. Tu as l'impression que le personnage, enfin que Michael Douglas frappe vraiment Glenn Close à un moment. C'est assez dur. Je trouve que les acteurs ne se sont pas ménagés pour l'occasion. Et voilà. Mais du coup, je pense qu'on va on va se lancer dans la zone spoiler pour la scène choc et le final. Attention, spoiler. Alors la scène choc. Allez, je vais te laisser la raconter. Qu'est-ce qui se passe avec le lapin de la petite fille? Quelle horreur! Ah, la scène terrible, je savais qu'on allait en parler, puisque c'est à ça qu'on faisait référence hors caméra, justement. Alors, c'est très simple, hein, la mère de famille est en train de cuisiner, et alors qu'elle ouvre la casserole, elle y voit le fameux lapin de leur petite fille, hein, qui est d'ailleurs très mignonne, et qui en prendra également pour son grade avec Alex, du coup, et elle s'aperçoit que le lapin, eh bien, il a été mis dans la casserole et qu'il est en train de bouillir, tout simplement. Et oui, parce qu'en plus, on nous tease, si on découvre le film, on se dit, mais pourquoi il nous embête avec son histoire de lapin? Oui, elle veut un lapin, la petite, le père il veut pas trop. Bon, allez, finalement, si, un lapin, et ben, le lapin, c'est terrible. Voilà, ça, c'est le genre de scène qui va vous dégoûter de manger du lapin pendant un grand moment. Voilà, déjà, clairement, si vous mangez déjà du lapin, là, pendant quelques semaines, c'est fini. Et après, oui, le pire, c'est que Alex, elle vient s'inviter comme celle qui va acheter la maison, parce qu'ils vont déménager. Donc elle essaye presque de faire ami-ami avec l'épouse. C'est ça qui est dur d'ailleurs, parce que Dan, il se décompose, mais il garde aussi une certaine stature pour pas laisser paraître qu'il la connaît plus que cela. Voilà. Et après, même elle va se balader avec la petite Hélène, mais finalement il va rien se passer. Là on croit qu'elle va l'enlever, ou que ça va être une horreur, mais pas trop, non. Le pire c'est qu'elle est subtile dans son approche. Et après, évidemment, pétage de plomb. Alors, on en arrive au final, qui à la base n'aurait pas dû être comme ceci. À la fin, Alex aurait dû se suicider avec un couteau que Dan avait touché, donc avec les empreintes, et Dan se serait fait arrêter par la police comme pour meurtre, en sachant que pendant tout le film, elle écoute l'opéra Madame Butterfly, et dans cet opéra, Madame Butterfly se suicide comme elle l'aurait dû se suicider à la fin du film. Donc toute la portée symbolique du Madame Butterfly du film tombe à l'eau parce que cette fin n'a pas lieu. Les producteurs ont dit non, c'était trop glauque et pas assez spectaculaire. Du coup, on a demandé à Adrian Lyne de tourner une autre fin, la fin que l'on connaît, où l'épouse, après que donc Alex vienne péter un plomb, là c'est baston total, c'est violence. D'ailleurs, Glenn Close a été blessé lors du tournage de cette scène. Elle se prend la vitre derrière, elle a eu des points de suture et tout. Ben, l'épouse arrive et fait justice à la famille et tue Alex et pardonne ainsi à son mari. Ou pas, on ne sait pas, c'est ambivalent, mais
Pourquoi cette fin, à ton avis? Est-ce que tu penses que c'est pour garder, on va dire, le triomphe de la famille qui allait très bien avec le Hollywood de l'époque? Côté un peu puritain américain, peut-être? Ou c'est Alors, juste c'est possible, hein, marketing? évidemment, que Adrian Lyne et les producteurs, enfin surtout les producteurs d'ailleurs, n'aient pas voulu choquer les spectateurs, parce que c'est une fin qui aurait été assez virulente et parfaitement en harmonie avec le scénario, parce qu'on a du coup cette fameuse scène de la cuisine où les deux sont parfaitement en harmonie, s'entendent très bien, où ils écoutent cet opéra que Ouais. Dan aime également très bien. Mais en fait, oui, la fin aurait été totalement en accord avec le reste du scénario et les rapports qu'ils avaient commencé à entretenir, les deux. Mais dans tous les cas, la fin reste tout de même, enfin l'aboutissement reste le même, la finalité est la même. Après, comme tu le disais, tu avais cité Psychose un petit peu avant, c'est vrai qu'il y a totalement ce plan Psychose Ouais. où du coup Alex se fait tirer en plein dans le ventre et s'écroule comme ça lentement vers la baignoire. Donc c'est quand même un plan qui marque, hein. Même si la fin n'est pas la même, c'est quand même un plan qui marque, hein. Ah, c'est d'une violence, et c'est pour ça d'ailleurs que, bon, Adrian Lyne, on a dû, je pense, le rappeler, et rappeler aussi les acteurs pour retourner cette scène, parce que lui, il avait bouclé son truc, et on voit que, bon, c'est pas que ça a été fait à la va-vite, c'est pas ça, c'est qu'il s'est dit, allez, quitte à refaire on veut me refaire faire une fin, pas de problème, je vais quand même la rendre bien marquante, parce que pour lui, je pense, finir sur le suicide, c'était violent, hein. C'était très marquant, et là, alors, on voit la caméra qui est proche, presque épaule, près des acteurs, donc on sent qu'ils font pas semblant, c'est quand même... ouais, ils ont bien dû, ils ont dû peut-être mal dormir après, Michael Douglas et Glenn Close, surtout Glenn Close du coup. Et c'est vrai que cette histoire de baignoire, alors c'est marrant parce que dans le film d'après, L'échelle de Jacob, il y a une scène dans la baignoire, j'en dis pas plus, c'est pas le même genre de scène, mais il y a le même plan au-dessus de la baignoire. Voilà, pratiquement. Donc Adrian Lyne, il aime bien les plans dans la baignoire, peut-être, je ne sais pas. Et non, c'est vrai que c'est une fin très violente. Et d'ailleurs, moi je salue le personnage de Beth, donc l'épouse de Dan, qui garde une dignité. Elle tue, bon, elle la tue quand même, c'est terrible, ça lui gâche la vie parce qu'elle va tuer quelqu'un. Les conséquences sont horribles pour la famille. Et elle le fait avec une dignité, une violence retenue. C'est assez fort, quoi. Finalement, Adrian Lyne, il a rendu, même si c'est pas la fin qu'il voulait, il l'a rendu quand même iconique. Et on peut imaginer tout ce qu'on veut d'après. On aurait pu imaginer un Liaison Fatale 2 où l'épouse pète un plomb, ou fait la même chose avec un autre homme pour se venger de son mari. On peut imaginer ce qu'on veut. Mais moi, je pense que le traumatisme étant béant, c'est pas certain que la famille n'éclate pas derrière, quand même. Mais bon, ça, on ne le saura jamais. Et puis, il y a ce plan final, la caméra qui zoome sur la photo de famille. Et on peut se demander si c'est pas ironique, genre Adrian Lyne qui fait un petit commentaire au producteur en disant bon, vous avez vraiment voulu me faire faire une fin familiale à fond. Allez, je mets bien le plan dessus. Voilà, et on a l'impression qu'il passe un petit clin d'œil en disant allez, voilà, je force le trait exprès parce que c'est peut-être pas ce que je voulais, mais au moins je vais au bout des trucs, même plus que ce que vous m'avez demandé. Ça. J'aime bien ça, c'est les réalisateurs, ils s'autorisent des petits trucs cachés comme ça de temps en temps. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, c'est un dernier plan assez subtil, peut-être un peu trop gai et gentil, après tout ce qu'on vient d'avoir, quand on vient quand même de voir Glenn Close se faire tuer de sang-froid. Cela dit, c'était de la légitime défense, hein, l'acte de Beth, donc la fin de Dan. Oui. C'est quand même de la légitime défense. Ah oui. Après, tu le dis, on ne sait pas ce que prévoit la suite, hein. Ça, c'est notre imagination qui va écrire l'histoire, j'ai envie de dire. Mais effectivement, la fin n'est pas complètement en adéquation avec tout ce qu'on a vu, parce que c'était quand même un film assez virulent, très violent par moments, comme tu l'as dit, les deux acteurs ne se sont pas vraiment ménagés. Mais oui, c'est un dernier message assez subtil, voilà, qui voulait dire soit effectivement Adrian Lyne voulait faire ce petit message subtil à Hollywood qui lui a demandé de modifier sa fin, et lui du coup il a fait ça jusqu'au bout, ou alors il veut simplement dire que malgré cette histoire forte en rebondissement et que le destin en a décidé, cette famille allait surmonter cette histoire difficilement, mais ils allaient quand même surmonter que ça reste quand même une famille unie. Ça, c'est selon moi. C'est ça, ou alors hop, le spectateur, il met le spectateur face à cette image et il dit au spectateur, alors à votre avis, elle va continuer cette famille ou elle va s'écrouler? Est-ce que du coup la photo va voler en éclats, etc. Ça, voilà. Puis alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore, mais là je pense qu'on peut refermer la zone spoiler, parce que c'est plus sur l'esthétique, donc referme la zone spoiler. C'est la photographie du film, qui est assez étrange en soi. Bon, elle a une colorimétrie très typée années 80, c'est un peu marron fade.
Et je pense que c'est pour accentuer le drame qui est en train de se jouer. Je sais qu'elle a été à la fois critiquée, cette photographie, et saluée aussi. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, personnellement, de l'imagerie, voilà, des couleurs, des tonalités assez sombres, parfois montrées, notamment la scène de l'ascenseur. Oui, c'est vrai que c'est une photographie assez terne, hein. Oui, tu viens de le dire, la scène de l'ascenseur. Après, c'est une photographie qui, pour moi, n'a rien de marquant, qui est en adéquation avec l'histoire en elle-même. Voilà, pluvieuse, froide, sans couleur chaude, sans couleur très chaleureuse. Voilà, c'est pas un film où on est accueilli avec bienveillance, hein. C'est pas un film où on sait que tout va être tranquille, parce qu'il y a quand même pas mal de zones d'ombre, de zones. De toute façon, même dans son film 9 semaines et demie que je revoyais justement ce matin, il y a également ce genre de lumière. Dans Fidèle aussi, c'est des lumières extrêmement froides, en accord peut-être avec le personnage de Alex, qui est aussi un personnage assez éteint sur le plan un peu social. Même la scène du coup où ils se retrouvent tous les deux sous la pluie, où il pleut des cordes, etc. C'est peut-être un peu exagéré, mais à ce moment-là, la lumière, la photographie est très terne aussi, lisible pour qu'on puisse y décerner l'action, mais bon voilà, la photographie est en harmonie, est en adéquation avec l'histoire, avec les personnages, avec les situations, surtout même quand on est dans l'appartement de Alex. Peut-être la photographie est un tout petit peu plus lumineuse, par exemple quand on aperçoit les scènes dans la maison de campagne, où on voit un petit peu de verdure derrière, peut-être que c'est un petit peu lumineux aussi quand il y a la jeune enfant. Donc, mais à part ça, c'est vrai que la photographie a quelque chose de très peu chaleureux. Peut-être une photographie à peu près similaire dans l'échelle de Jacob, donc c'était quelque chose. Voilà, il travaillait avec ses chefs opérateurs de façon, on va dire, constante et logique. Et puis dernière chose, la musique quand même de Maurice Jarre, saluons, hein, parce que c'est le père de Jean-Michel Jarre d'ailleurs, un compositeur français très connu, mais Maurice Jarre, et qui est très bien. Elle colle parfaitement à l'ambiance, une sorte de synthé années 80 avec des nappes un peu plus old school qui renforcent l'idée du thriller qui est en train de monter petit à petit. C'est pas des compositions exceptionnelles, mais c'est une musique qui accompagne parfaitement le crescendo vers l'horreur, quoi. Donc, je sais pas ce que tu as, si la musique t'a marqué ou pas spécialement. Non, mais tu as noté, alors la musique, oui, il y a des compositions intéressantes à certains moments, notamment vers la fin, à quelques moments, notamment quand on entend cet opéra de Butterfly, qui est un moment assez magnifique, d'ailleurs assez grandiose. Voilà, c'est une métaphore de toute la situation qui se prépare. Par contre, le mot crescendo est intéressant à noter pour ce genre de film, parce que la relation finalement, il va y aller crescendo de base, c'est juste une famille. Après, c'est une rencontre qui va déclencher tout un tas d'événements. Puis après, ça va monter crescendo de la folie d'Alec jusqu'à ce que la vie de Dan en soit bousculée. Et justement, pour en revenir très très rapidement sur cette photo de famille, justement, peut-être que le plan aussi signifie ça de base, que c'était juste une famille en apparence heureuse, sur lequel aucun danger ne se profile à l'horizon, et puis il a suffi d'une rencontre pour que la vie de cette famille en soit bousculée. C'est ça. C'est une bonne conclusion, je trouve. C'est peut-être un film qui veut montrer que les apparences sont peut-être trompeuses, que beaucoup de gens vivent bien dans une société comme ça pour bien paraître, heureux en famille, heureux au travail, mais en fait derrière il peut y avoir des écorchures et de la violence humaine qui se retient. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'est un film qu'on vous conseille de découvrir si vous ne l'avez pas vu, ou à revoir, parce que c'est intéressant de le voir aujourd'hui avec le recul aussi, voir comment c'est écrit, comment ça aurait été écrit aujourd'hui. On ne sait pas. À la rigueur, la fin qui était prévue, sans revenir sur la zone spoiler, aurait peut-être été plus acceptée aujourd'hui, paradoxalement, je ne sais pas. Enfin bon, après c'est particulier. Mais est-ce que c'est à ce jour, on finira là-dessus, ton Adrian Lyne préféré ou non? D'ailleurs, question. Alors, je n'ai pas encore tout vu, puisque justement je suis en pleine découverte de l'entièreté de sa filmographie. Voilà, avant qu'on ne réalise cette vidéo, je découvrais Flashdance. Ce matin, c'était 9 semaines et demie. Et je dirais que mon Adrian Lyne favori, c'est compliqué d'avoir un film préféré dans ce genre de filmographie, parce que c'est assez tumultueux et sombre comme carrière, mais je pense que c'est plutôt son dernier film en date, Infidèle, avec Rita Gere, qui va le plus me marquer jusqu'à maintenant. Voilà, et en attendant, le prochain qui sort dans quelques jours, là, Eau profonde, ou Deep Water, à mon avis, il va y avoir aussi un drame érotique derrière. Et pour finir, moi, mon préféré à date, et tu vas le voir bientôt, je pense, c'est L'échelle de Jacob, qui est très différent, mais qui est dur. Qui était très 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 dur, ce film. Voilà, mais ça, j'en dis pas plus. J'en avais déjà parlé, et
il y a 2-3 ans, je sais plus exactement, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Néo, pour cette petite discussion cinématographique sur ce film culte, hein, disons-le, c'est un film culte. Qui a marqué. Oui, une référence. Voilà. Et puis ben, bientôt, probablement, pour d'autres aventures, clin d'œil, on n'en dit pas plus, même s'il y a déjà des indices qui ont été donnés dans la vidéo. Voilà. En tout cas, mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de Liaison Fatale, voilà, Dead Line, et allez vous abonner à la chaîne de la critique de Néo, dont le lien sera en description. Voilà, lisez les descriptions des vidéos, c'est important. Là, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, cher ami. À la prochaine. Ciao.